Bonsoir à tous. À la une de ce journal, le cardinal Christian Toumi appelle les populations des régions du nord-ouest et du sud-ouest à se prononcer sur la forme de l'État après avoir identifié les causes profondes de la crise anglophone. Sont-ils favorables au fédéralisme ou au système unitaire décentralisé? En l'absence de l'autorisation pour la conférence générale anglophone, l'archevêque émérite de Douala surfe sur les réseaux sociaux pour discuter avec les populations de ces régions anglophones. Dans ce journal également, vous suivrez le feuilleton inédit sur le retrait de l'organisation de la CAN 2019 après les propos du vice-président de la CAF confirmant les révélations d'Equinox Télévision sur ce retrait scandaleux. Vous allez découvrir les acteurs, les adversaires et le metteur en scène de cette affaire qui continue d'alimenter de vives réactions à travers l'opinion publique et susciter une réunion de crise dans les services du Premier ministre. Nous en parlerons dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Une fois la nuit tombée, certains quartiers deviennent des foyers d'insécurité dans la capitale économique du Cameroun. Une affaire de vol de moto a dégénéré en un affrontement sanglant entre des gangs de motards et des jeunes badauds dans le 3e arrondissement. Les populations constatent que le bilan est lourd, un mort sur le champ, de nombreux blessés graves, une habitation qui a été saccagée et une peur bleue qui hante désormais les populations résidant dans cette banlieue de la ville de Douala. Des précisions avec Innocent Abega et Isabelle Carole Zoupet. Dans ce domicile, au camp Yabassi, les objets et biens personnels sont dessus-dessous. Véhicules et maisons vandalisées renseignent sur la violence des actes perpétrés ici entre 2h et 5h du matin. La peur qui se lit encore sur le visage des riverains témoigne du traumatisme vécu pendant plusieurs heures. D'après nos sources, tout serait parti d'une moto dérobée à son propriétaire par un groupe de badauds armés. Le mototaxi, privé de son engin, appellera en renfort un groupe d'amis qui investiront le quartier à la recherche de cet engin. Cette maison, accusée d'abriter le présumé voleur de moto, est prise pour cible. Il était 2h du matin quand les bensikineurs, un millier de bensikineurs, ils ont assailli la maison sous prétexte qu'il y a des bandits qui sont rentrés ici, qui ont agressé un bensikineur et qui sont rentrés dans la maison et qui se sont cachés dans la maison. Donc, quand ils criaient « faites sortir les bandits », ils ont cassé le portail, ils sont rentrés et après ça, ils ont réussi à entrer dans la maison. Il va s'en suivre de violents affrontements entre les habitants de ce quartier et ce groupe de conducteurs de mototaxi. À la clé, un mort et de nombreux blessés. Ça fait plus de 2 à 3 semaines, on parle même déjà 1 mois. On ne sait même plus où se mettre, arracher les téléphones. L'un des jeunes impliqués dans cet incident du camp Yabassi s'est enfui jusqu'au lieu dit Elf, au quartier village, où il sera violemment battu. Une intervention mixte de la police et de la gendarmerie a permis de ramener le calme dans ce quartier. Restons à Douala, où l'aménagement des drains fluviaux provoque un bras de fer entre les populations installées dans une zone à risque à Douala 5 et la société en charge des travaux. Ces populations ont manifesté leur colère contre la modification du tracé de ces travaux qui les expose à des démolitions. Après 2 ans de négociations infructueuses, l'option du déguerpissement forcé a été activée. Les populations victimes des casses crient à l'injustice. Reportage Innocent Abega et Xavier Foucault. Je vous parlais donc de ce reportage concernant des démolitions effectuées dans une zone à risque où un drain doit être aménagé pour réduire les inondations dans la ville de Douala. Les populations ont manifesté contre cette initiative menée par la communauté urbaine de Douala, dénonçant la modification du tracé du drain qui les expose à ces démolitions. Malgré des négociations infructueuses, l'option du déguerpissement forcé a été activée. Ces populations victimes des casses crient à l'injustice. Reportage Innocent Abega et Xavier Foucault. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions.
Parlons à présent de ce retour d'un ex-otage de Boko Haram. Il a passé près de 3 ans en captivité. Il est revenu après avoir perdu ses 2 bras, amputés durant ces moments passés en captivité avec les membres de Boko Haram. Et dans son village, la vie semble reprendre son cours malgré la peur du risque des exactions menées par la secte terroriste qui hante encore les populations. Reportage Amadou Daïrou et Eric Martial Ndjomo. Le village Dzamadzaf, dans le Mayo Moskota, département du Mayo Tsanaga, région de l'extrême nord. La vie reprend peu à peu son cours, après des années affres, du fait des incursions constantes des combattants de Boko Haram et des tueries répétées et barbares de ces derniers. En ce jour, l'on célèbre la renaissance du village, matérialisée par le retour progressif des populations qui l'avaient déserté pour sauver leur vie. Un retour facilité par certains hauts cadres de l'armée, en particulier un lieutenant devenu le Lawal, c'est-à-dire le chef du village Dzamadzaf. Dzamadzaf était même le désert, même pas une personne. Dès l'arrivée du lieutenant, il a parcouru tous les villages voisins d'amener les gens de Dzamadzaf à la maison, de rester chez eux et dormir chez eux. Il a fait leur sécurisation nuit et jour. C'est pour cela qu'on a pris comme notre chef, notre sécurité. Grâce à Dieu, grâce à lui, que Dzamadzaf s'est retrouvé maintenant à la maison. De Dzamadzaf, on a nommé Lawan de Dzamadzaf là parce que même si le lieutenant n'est pas là, Lawan de Dzamadzaf n'existe même pas à Dzamadzaf. Lawan doit se trouver peut-être à Toubourou, peut-être vers Garoua, peut-être vers où. Lawan même a fui. C'est pour cela qu'on a nommé lui Lawan de Dzamadzaf. Pour se sécuriser, les populations avaient aménagé un local qu'elles ont retrocédé à l'armée pour y installer un camp. Seulement, celui-ci avait aussi été déserté par les hommes en tenue. Ici, c'est le camp militaire. Avant, il y a le militaire ici. Mais face aux attaques de Boko Haram qui traversent vers ces montagnes pour nous faire chasser, les militaires ont préféré d'aller encadrer ces villages dans les différentes montagnes pour qu'ils nous mettent en sécurité. La célébration de la vie qui a repris son cours à Dzamadzaf permet aux uns et aux autres de se retrouver malgré les séquelles. Lawan est âgé de 15 ans. Enlevé par les terroristes de Boko Haram il y a 3 ans aux côtés de son père et de son grand frère, il verra ses membres supérieurs amputés alors que son père et son frère étaient assassinés. Donc les gars l'ont pris en otage et c'est comme ça qu'on l'a fait souffrir. On a coupé ses 2 mains, on l'a abandonné en brousse. Alors c'est par les interventions des uns et des autres qu'on a pu évacuer l'enfant. On l'a ramené vers sa maman et elle a tellement souffert de cette situation. Actuellement, l'enfant vraiment s'est retrouvé, mais manchotte. Donc il n'a pas ses 2 bras, mais il est égayé, il est en joie de retrouver vraiment ses parents et comme il est revenu au village. Donc en fait, tout ce que Dieu fait, c'est vraiment de le glorifier parce que personne n'a pensé que l'enfant devrait survivre. Lawan a repris goût à la vie aux côtés de sa mère et des 5200 autres habitants de Dzamadzaf. Malgré les traumatismes et la menace qui n'est pas complètement éradiquée, les habitants de Dzamadzaf veulent croire désormais à un avenir dans la paix. Le président de la République a mis sur pied un comité national de désarmement, de démobilisation et de réintégration des ex-combattants de Boko Haram et des membres des groupes séparatistes dans les régions anglophones. Son coordonnateur est-il à la hauteur de la mission qui vient de lui être confiée? Il s'appelle Fayengo Francis. Il a occupé plusieurs hautes fonctions dans l'administration publique. Cependant, son parcours présente quelques points d'ombre. Son portrait est signé Joel Essenge et Guy Zogo. Fait inhabituel, 5 jours après la création du comité de désarmement, de démobilisation et de réintégration des ex-combattants, le président de la République vient de nommer Fayengo Francis comme coordonnateur de cette instance.
C'est un nouveau challenge pour cet administrateur civil né le 11 février 1955, diplômé de l'École nationale d'administration et de magistrature, promotion 1980. Jusqu'ici, président du conseil d'administration du Bureau national de l'état civil, BUNEC, Faye Yengo Francis totalise une longue carrière dans la préfectorale. Dès 1986, alors qu'il est préfet du département de la Menchum, dans la province du Nord-Ouest, il doit faire face à la catastrophe du lac Nyos, dont le bilan s'élève à 2000 morts, et au sujet de laquelle la gestion de l'aide sous la coordination du ministre de l'administration territoriale de l'époque, Jean-Marcel Mengueme, va s'avérer tout aussi catastrophique. Plus tard, Faye Yengo Francis ira officier tour à tour comme gouverneur de la Damawa, du Nord-Ouest, sa région natale, du centre et du littoral, où il se verra même confier les fonctions de président du conseil d'administration du port autonome de Douala. À ce poste, l'équipe dirigeante de cette entreprise, dont son directeur général, Dayas Mounoumé, sera accusée de malversation, celui-ci prenant la fuite, alors que dans le cadre de cette affaire, Faye Yengo Francis était frappé d'une interdiction de sortie du territoire en avril dernier. Visiblement, Paul Biya n'en a cure. Il a choisi de parier sur la longue expérience d'administrateur du promu pour espérer adresser la question du désarmement des ex-combattants de Boko Haram et des combattants actuels de la crise anglophone. Et cette stratégie gouvernementale de désarmement de ces groupes terroristes peut-elle réussir à pacifier ces régions en proie à des violences meurtrières? Rien n'est moins sûr. Des experts en sécurité évoquent la limite des mécanismes de fonctionnement de ce comité national de désarmement, de démobilisation et de réintégration des ex-combattants de Boko Haram et des membres des groupes séparatistes anglophones. Ces experts s'expriment dans ce reportage que signent Guy Zogo et Emmanuel Diop. Pour Paul Biya, la réponse à Boko Haram et à la crise anglophone passe par le désarmement, option matérialisée par la création du comité de désarmement, de démobilisation et de réintégration des ex-combattants. L'expert en questions sécuritaires, Joseph Léangoula, parle pour sa part d'une option mitigée, tant elle paraît adéquate pour l'extrême nord, mais si déconnectée des réalités pour la partie anglophone. Si pour la région de l'extrême nord, effectivement, on sent que le projet tombe à point nommé, dans les régions anglophones, on a tendance à penser qu'on met la charrue avant des bœufs. Parce qu'actuellement, les conditions opérationnelles et les conditions politiques ne sont pas rassemblées. La crise a atteint son point culminant, a atteint son zénith. On est dans une situation d'impasse. Chacune des forces campe sur ses positions. Pour le moins, souligne encore l'expert en questions sécuritaires, le timing pour ce qui est de la crise anglophone est peu approprié. La mise en place d'une campagne de désarmement, démobilisation et réinsertion s'inscrit effectivement dans un timing postérieur au conflit. Donc il y a des préalables, il faut effectivement négocier un accord de paix, il faut au moins obtenir un cessez-le-feu pour pouvoir mettre en place une telle commission, sinon elle ne sera pas du tout efficace. Dans les faits, poursuit-il, la démarche du désarmement ne peut prospérer dans une zone non pacifiée. Comment voudriez-vous que des combattants aujourd'hui se rendent dans des camps de démobilisation, se rendent dans des camps effectivement de cantonnement des soldats lorsque la zone dans laquelle ils sont en train de se battre n'a pas été pacifiée? Or, les usages en la matière exigent effectivement que la constitution de ces camps soient mis en place, en tout cas au plus proche des foyers de conflit. Or, jusqu'ici, on n'a pas réussi à pacifier aussi bien l'épicentre du conflit que les zones environnantes. De la sorte, à l'appui de son argumentation, il met en avant quelques exemples à prendre en référence en la matière. Quand on observe la tradition des mises en place des DDR dans les foyers d'insécurité en Afrique, que ce soit, et surtout les cas qui ont réussi, que ce soit la Côte d'Ivoire, que ce soit la Namibie, que ce soit la Sierra Leone, que ce soit aujourd'hui le Libéria, on constate que la mise en place d'une stratégie de démobilisation, désarmement, réinsertion a été postérieure effectivement à la signature d'un accord de paix. Un point de vue très éloigné des choix de Paul Biya pour soigner la crise anglophone. Et dans le chaudron de cette crise anglophone, le cardinal Christian Toumi appelle les populations des régions du nord-ouest et du sud-ouest à se prononcer sur la forme de l'État. Sont-ils favorables au fédéralisme ou au système unitaire décentralisé? En l'absence d'une autorisation pour la conférence générale anglophone, l'archevêque émérite de Douala souhaite surfer sur les réseaux sociaux pour discuter avec les populations de ces deux régions anglophones afin de pouvoir connaître leur perception
des différentes résolutions de cette crise anglophone. Des précisions avec Gladys Sidier. La lettre du cardinal Christian Toumi s'ouvre par un regret, celui du report à une date ultérieure de la deuxième conférence générale anglophone. Pour le prélat, les autorités camerounaises sont responsables de ce énième report pour n'avoir pas donné d'autorisation officielle à la tenue des assises de Boya dans le sud-ouest. Le cardinal Christian Toumi se veut par contre optimiste. La rencontre se tiendra, les préparatifs se poursuivent, même s'il précise qu'aucune date n'est arrêtée à ce jour. Il adresse ensuite 3 questions aux populations du nord-ouest et du sud-ouest. La première porte sur la perception que les populations des régions anglophones se font des origines de la crise socio-politique actuelle. Quelles sont les causes de la crise socio-politique et économique que traversent les régions du nord-ouest et du sud-ouest? La deuxième question porte sur la forme de l'État qui pourrait apporter des réponses aux problèmes anglophones du point de vue des populations des 2 régions en crise. Selon vous, quelle est la forme de l'État à même de répondre à vos préoccupations? Grand A, le fédéralisme. Grand B, la forme unitaire de l'État actuel. La troisième question de l'autorité religieuse porte sur le système éducatif. Au regard de la décadence morale actuelle au Cameroun, ne serait-il pas pertinent d'introduire l'éducation morale dans les niveaux de base du système éducatif? Le cardinal Christian Toumi achève sa correspondance en précisant que les populations des régions anglophones ont la possibilité d'indiquer la forme de l'État qui leur sied ou d'autres préoccupations non prises en compte dans le questionnaire. Les réponses sont transmises par voie électronique aux organisateurs de la deuxième conférence générale anglophone ou via la page Facebook de la conférence. Dans le reste de l'actualité, les pratiques de corruption continuent de plomber le dynamisme du secteur privé au Cameroun et en Afrique. Cette gangrène fragilise les performances des entreprises, mais aussi entraîne des pertes économiques importantes. Des patrons estiment que ce phénomène pourrait compromettre les perspectives économiques au Cameroun et en Afrique si rien n'est fait. Jusqu'ici, ils ont décidé de mettre en place une stratégie de sensibilisation à cet effet. Explication avec Donald Brice Kamgan et Dallas Tiana. Dans les pays en voie de développement, la corruption fait perdre à l'économie 10 fois plus de fonds que l'aide publique au développement. C'est un rapport de l'Organisation des Nations Unies qui l'indique. Concrètement, il s'agit de fonds perdus dans les entreprises du fait des pots de vin fournis à diverses fins, des investissements manqués en raison de la méfiance des opérateurs économiques étrangers ou locaux. Au final, un sacré coup aux entreprises et à l'économie en général, et que les patrons d'entreprises veulent voir s'arrêter. Des programmes, des plans éthiques, des codes de bonne conduite, à travers la formation des collaborateurs, à travers la sensibilisation de tous les partenaires, à contribuer à faire en sorte que les bonnes pratiques soient établies dans le secteur et en particulier déjà dans les sociétés qui sont membres. Et notre objectif, c'est d'élargir la base de notre membership, donc avoir le plus d'entreprises possible et d'avoir un seuil critique qui nous permet d'avoir des résultats probants sur l'action que nous menons. La coalition des hommes d'affaires pour la bonne gouvernance considère qu'un secteur privé fort, c'est aussi un secteur où prévaut une certaine éthique dans les affaires. Le gouvernement est appelé à agir dans ce sens en favorisant la transparence et l'équité dans la passation des marchés par exemple. C'est un phénomène qui va au-delà des entreprises. Mais nous avons limité notre champ d'action aux entreprises et à toutes les parties prenantes qui sont liées à l'entreprise, ce qui représente déjà une masse importante de la population. Issus des secteurs aussi variés que les industries, les banques ou les mines, ces hommes d'affaires considèrent que la presse a un rôle déterminant à jouer pour faire reculer la corruption dans les affaires. Toujours dans ce chapitre économie, des raffineurs des oléagineux s'insurgent contre l'augmentation des taxes sur l'exportation du savon hors du pays. Ils dénoncent l'entêtement des industriels à être favorables au relèvement des prix de cession de l'huile de palme brute dans un pays où la production nationale est insuffisante
pour répondre à la demande, ces raffineurs qui s'opposent à l'augmentation du prix de cession de l'huile de palme brute au Cameroun. Des précisions avec Marcelin Gansop. Que de difficultés dans la marche de l'association des raffineurs des oléagineux du Cameroun. Est-ce que vous imaginez qu'au Cameroun, pour un besoin de 1 83 000 tonnes, on a une production qui atteint à peine 300 000 tonnes. Donc quand nous parlons d'un déficit, il est réel, il n'est pas imaginaire, il est même structurel. Je voulais dire à tous ceux qui pensaient qu'on importe au Cameroun parce qu'on veut gagner de l'argent, qu'on importe parce qu'on veut préserver les emplois et continuer à créer la richesse. Et parce qu'il n'y a pas la matière première. Qui plus est, des industriels de la première transformation s'entêtent depuis 5 ans à vouloir relever le prix de cession de l'huile de palme brute. Une incongruité que dénonce l'ASROC. Nous nous posons la question de savoir si ceux qui sollicitent le relèvement du prix sont au courant du prix à l'international. Parce que imaginez-vous le Gabon voisin vers qui nous importons depuis l'année dernière, nous a déjà offert cette année près de 20 000 tonnes. Et le prix rendu Douala est autour de 398 francs le kilo, quand le prix de cession au Cameroun est de 450. Comment pouvons-nous comprendre qu'il y ait une volonté de relèvement quand la question de la compétitivité est celle qui taraude nos esprits? L'ASROC est également préoccupé par la production nationale qui peine à satisfaire une demande sans cesse croissante, rendant quasi obligatoire le recours aux importations. Le mois dernier, il y avait 5 000 tonnes à la disposition de 13 entreprises. C'est pourquoi faire? Quand une seule entreprise a besoin de près de 6 000 tonnes, il était donc normal pour éviter une pénurie en cette période de fête de fin d'année d'importer la quantité qui avait été prévue en prévision de la période de baisse de production. Autre préoccupation et pas des moindres, la récente réglementation sur les exportations du savon. Est-ce que vous pouvez comprendre qu'un savon qui est ouvré localement, c'est-à-dire manufacturé localement, doit payer une taxe à l'exportation située entre 5 et 25%? Est-ce que vous comprenez cela? Alors qu'on est en train d'encourager. On a déjà accepté un droit d'assise de 5 francs par bouteille. Maintenant, si vous voulez exporter 5 000 tonnes, si ça correspond à 50 camions, vous faites 50 déclarations. Vous payez 25 000 francs par 50 en termes de taxes informatiques. Et vous payez entre 30 et 35 000 francs par camion chez le déclarant. Cet échange avec la presse a également permis à l'ASROC de faire le point sur l'opérationnalisation du centre technique agroalimentaire du Cameroun, dont la mise en route est imminente. Que les équipements et les matériels pour la boîte, ça ont été réceptionnés le mois dernier, c'est-à-dire novembre. Vous comprenez donc que les questions liées aux huiles impropres trouveront une solution. Parce qu'en quelques secondes, on vous dira si ce que vous vendez est propre à la consommation ou pas. Une bonne nouvelle, lorsqu'on sait combien le marché est inondé d'huile végétale de qualité douteuse. L'affaire Michel Bienton a été renvoyée à une audience prévue en janvier 2019. Le journaliste et activiste des droits de l'homme, accusé d'apologie de terrorisme, son procès se déroule devant le tribunal militaire à Yaoundé, un procès dénoncé par les organisations internationales des droits de l'homme, lesquelles appellent à sa libération. Un autre journaliste derrière les barreaux au Cameroun, Michael Dom Ripes Lassi, incarcéré depuis une semaine à la prison centrale de Yaoundé, rédacteur en chef de la radio Soleil FM, émettant à Yaoundé, est accusé de diffamation. Convoqué devant le procureur de la République près le tribunal de premier instance de Yaoundé, le journaliste a été placé sous mandat de dépôt le jour même de son audition, toute chose que dénonce le promoteur de la radio Soleil, Nyassa Soleil. Dans l'actualité internationale, Ali Bongo, qui apparaît dans une vidéo pour la première fois depuis de nombreuses semaines après son hospitalisation, il est désormais à Rabat, la capitale du Maroc, là où il a reçu des émissaires et ses plus proches collaborateurs. Il a également échangé avec le roi du Maroc. On voit tout cela dans ce reportage que signe Eric Martin Diomo. Vêtu d'un turban et en djellaba à rayures, Ali Bongo Dimba est apparu aux yeux du monde dans une vidéo d'une trentaine de secondes aux côtés du roi du Maroc, Mohamed VI. Avec des gestes relativement lents, le président gabonais est apparu une fois encore de profil, sirotant même un verre de lait durant la rencontre pour mieux rassurer ses concitoyens. Hospitalisé le 24 octobre à Riyad, en Arabie Saoudite, suite à un malaise,
Ali Bongo était arrivé à Rabat le 29 novembre pour poursuivre sa convalescence. À ce jour, rien ne filtre clairement sur la nature du mal dont souffre le président gabonais. Dans la foulée, certains hauts responsables gabonais ont été reçus par le président à Rabat. Marie Boranso, présidente de la Cour constitutionnelle, Emmanuel Issoze Ngondé, le Premier ministre, et Pierre Claver Manganga Moussavou, le vice-président, entre autres. Ces dignitaires ont échangé avec Ali Bongo Ondimba sur la marche du pays, réaffirmant leur loyauté et surtout leur remerciement à l'endroit du souverain chérifien. Notre chef d'État est en train de recouvrer sa santé. Et je voudrais aussi profiter de cette occasion pour remercier Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, pour tout ce qu'il fait pour son frère, pour notre président, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Nous pouvons dire que tout se passe bien et nous espérons que nous, à notre niveau, nous serons à la hauteur pour montrer au monde entier la continuité de l'État et notre loyauté vis-à-vis du président de la République doit se manifester par notre ardeur au travail. S'il y a deux mots pour résumer le sentiment qui m'habite aujourd'hui, l'exprimer au nom du gouvernement, c'est l'apaisement et le soulagement. Apaisement et soulagement, le sentiment partagé par l'ensemble du peuple gabonais. Ces vidéos ont eu le mérite de faire reculer même les plus sceptiques au Gabon, ceux-là même qui avaient donné Ali Bongo pour mort après le malaise. Parlons de football à présent avec ces matchs retour préliminaires Coupe de la Confédération. New Star de Douala a laminé Vitalo du Burundi, 4-1. Le match s'est joué dans la capitale burundaise. New Star de Douala qualifié pour les 16e de finale. Par contre, UMS de Loum est éliminé après avoir été battu 0-2 par Lobby Star. Après les propos du vice-président de la Confédération africaine de football confirmant les révélations fracassantes d'Equinox Télévision, je vous propose ce soir de suivre ce feuilleton inédit sur le retrait de l'organisation de la CAN 2019. Le président de la République était bel et bien informé avant la tenue de l'élection présidentielle sur le retard accusé dans les chantiers relatifs à la CAN, mais aussi sur l'ambition de la CAF de retirer l'organisation de cette compétition au Cameroun, qui sont les acteurs, les adversaires et le metteur en scène. On voit tout cela dans ce reportage que signe Jean-Paul Chouniat. La genèse du retrait de la CAN 2019 au Cameroun s'est dessinée à l'avant-dernière réunion du comité exécutif de la CAF des 27 et 28 septembre dans la ville de Sharm el-Sheikh en Égypte. Au cours de ce conclave, un rapport des chantiers appuyé par des vidéos faisait constater un retard important dans l'évolution des travaux, comme le confirme Constant Omari, vice-président de la CAF. Nous avons observé qu'il y avait une duplicité de langage en dehors du chef de l'État. Certaines autres autorités politiques disaient autre chose. Les équipes qui étaient sur le terrain nous ramenaient des éléments qui n'étaient pas en phase par rapport à l'état d'avancement des travaux. Selon une exclusivité Equinox Télévision, le goléador Samuel Eto'o-Fils a joué un rôle important dans la manifestation de la vérité au chef de l'État Paul Biya, négociant ainsi l'arrivée d'Ahmad Ahmad au Palais de l'Unité à 5 jours de l'élection présidentielle. Lors de ce comité, Samuel Eto'o réussit d'abord à faire en sorte que le comité exécutif ne puisse pas se prononcer. Donc, il a plaidé pour que le président Ahmad vienne annoncer lui-même au chef de l'État quelles sont les avancées du travaux. Entre-temps, sur le terrain, le gouvernement, par la voix de son porte-parole Issa Chiroma Bakari, n'a cessé de mener en bateau l'opinion nationale sur l'effectivité de la tenue de la compétition au Cameroun. Je voudrais réitérer ici le ferme engagement du gouvernement à organiser la CAN 2019 dans le format décidé par la CAF, c'est-à-dire 24 équipes. Qu'il soit donc clair et définitivement installé dans les esprits des uns et des autres et qu'il n'y ait plus la moindre équivoque à ce sujet. Et patatras, le 30 novembre, le verdict de la CAF retentit comme un coup de tonnerre. Ahmad Ahmad annonce que le Cameroun n'abritera pas la CAN 2019.
Face à la vague d'indignation et de critiques acerbes, Constant Omari, vice-président de la CAF, enfonce le clou sur le manque de franchise et de sincérité des collaborateurs de Paul Biya. Nous sommes allés, le président lui a présenté le tableau exact de la situation. Ceux qui sont sur le terrain rassurent votre chef de l'État que tout sera prêt. Le chef de l'État, en bon droit, rassure la CAF que tout sera prêt. Mais la réalité du terrain, malheureusement, n'a pas suivi. Sur les soupçons d'Ahmad Ahmad de manœuvrer dans l'ombre pour attribuer l'édition 2019 à ses soutiens marocains, l'homme fort de la CAF déclare que la 33e édition de 2021, déjà confiée à la Côte d'Ivoire, se jouera au Cameroun. On a pris cette décision, décalons, parce qu'on a vu aussi que même la Côte d'Ivoire n'est pas prêt pour 2021. Et la réaction des autorités ivoiriennes ne s'est pas fait attendre, réitérant la détermination de leur pays à être fin prêt pour 2021. La CAF a désormais 2 patates chaudes sur sa table, à savoir la désignation des 2 pays hôtes pour les éditions de 2019 retirées au Cameroun et 2021 prévues jusqu'ici en Côte d'Ivoire. L'affaire de la CAN 2019 s'apparente désormais à un feuilleton à plusieurs épisodes sans fin. Et une réunion de crise s'est tenue dans les services du Premier ministre à Yaoundé à propos de cette CAN retirée au Cameroun, du moins l'édition 2019. Il ressort des informations qui nous parviennent que le ministre des Finances a suggéré un audit financier des chantiers pour identifier les poches de dépenses inutiles. Le Premier ministre a demandé que l'option de la saisine du TAS soit écartée et que le Cameroun engage des démarches auprès de la CAF afin d'abriter l'édition 2021 de cette CAN qui doit être attribuée au Cameroun selon les propos du président de la CAF, le chef de gouvernement qui a instruit que les travaux soient accélérés pour être livrés dans les premiers délais contractuels avant avril 2019. C'est du moins les échanges qui ont eu lieu entre le chef du gouvernement et les ministres conviés à cette réunion de crise qui s'est tenue dans les services du Premier ministre à Yaoundé. Un public reportage avant la fin de ce journal, des ordinateurs Paul Biya distribués aux étudiants des promotions 2016 à 2018 de l'Institut universitaire des sciences, de technologie et de l'éthique. La cérémonie s'est déroulée ce jour au campus de cet institut situé à Yaoundé. Reportage. Ils sont 1397 étudiants, pas moins, à bénéficier du don présidentiel. Des étudiants inscrits au cours des années académiques 2016-2017 et 2017-2018 qui ont satisfait à l'obligation incontournable de l'enrôlement biométrique. Au cours de cette cérémonie, présidée par la promotrice de l'Institut universitaire des sciences, des technologies et de l'éthique, le rêve est devenu réalité avec la distribution effective des ordinateurs estampillés Paul Biya aux heureux récipiendaires. Je suis vraiment émue et particulièrement reconnaissante à son Excellence Paul Biya, chef de l'État du Cameroun, pour ce merveilleux cadeau qu'il nous a fait et qui me permettra d'être plus efficace dans mes recherches et notamment dans la pratique de SIRH en tant que gestionnaire des ressources humaines à travers les logiciels tels que Word et Excel. I am very impressed and honored to be one of those staff who received the laptop PB from the president. I'm very impressed. I never had an opportunity to have a laptop to do my research, but now I can boldly say I have a laptop to do my research. It will improve my capacity of studying, not only my capacity of studying, but able to keep my research, my document to do further studies. I tell him thank you very much and God bless him and give him long life. Ce don présidentiel, apprécié à sa juste valeur, participe de l'engagement du gouvernement à familiariser les étudiants avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication à l'ère de la génération Android. Une plus-value qui épouse les valeurs qui fondent l'existence même de cette université. Ces ordinateurs vont certainement contribuer à une meilleure formation de nos étudiants et appuyer le matériel existant déjà. Juste à faire ce rappel aux étudiants, aux invités et aux parents de savoir que les laboratoires, les structures techniques de façon globale sont prêtes à recevoir un peu plus de 3000 étudiants. Donc puisque aujourd'hui se présente comme étant, sans exagérer, une école de référence, une école d'avenir, une école qui voudrait que la jeunesse camerounaise puisse être compétitive. Quoi de plus normal donc que de remercier le président de la République, dont le don d'ordinateur permet aux étudiants de rêver grand dans le cadre de leur formation et de leurs différentes recherches. Les étudiants doivent utiliser cet outil comme des responsables. Ils doivent en faire bon usage. Je profite pour remercier le chef de l'État
pour avoir pensé à la jeunesse en général et aux étudiants de l'UST en particulier. Vraiment, nous disons merci au chef de l'État. Situé au quartier Mendong, à un jet de pierre de Kamte Hotel, l'Institut universitaire des sciences, des technologies et de l'éthique offre une gamme variée de formations qualifiantes et professionnelles, ce à travers 6 établissements, dont l'École supérieure des études polytechniques, l'Institut supérieur des études de gestion, l'École supérieure des sciences médicales, puis l'École supérieure des études juridiques de l'habitat, l'École supérieure normale et des sciences éducatives, et enfin, l'École supérieure des sciences juridiques. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Première réunion de crise après le retrait de l'organisation de la CAN Total 2019 au Cameroun. La réunion s'est tenue dans les services du Premier ministre en réunissant les membres du gouvernement qui sont chargés chacun dans le département ministériel de ces différents projets relatifs à l'organisation de la CAN, organisation retirée au Cameroun pour l'édition 2019 et des possibilités envisagées pour 2021. Du coup, le Premier ministre en a discuté avec les autres membres du gouvernement. Des suggestions ont été faites quant à l'audit financier de ces chantiers pour justement mettre fin aux poches de dépenses inutiles, mais aussi accélérer les travaux et engager les démarches auprès de la Confédération africaine de football pour apaiser les tensions entre la CAF et Yaoundé. C'est-à-dire qu'il faut quand même retenir que le Premier ministre Philémon Yan demande d'arrêter d'incriminer la CAF et son président. C'est justement ce qu'il a évoqué durant les échanges, d'après les informations qui nous parviennent en attendant un communiqué officiel concernant cette réunion de crise qui s'est tenue dans les services du Premier ministre, le chef du gouvernement qui a écarté l'option de saisir le tribunal arbitral du sport, comme cela a été suggéré plusieurs fois par certains pontes du régime, mais aussi évoqué dans certains journaux durant cette semaine. Nous sommes au cœur de l'information, Cédric Nouffelé. Madame, Monsieur, c'est donc l'essentiel du débrief. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain 20h. Rendez-vous demain. Madame, Monsieur, dans un instant, à Equinox Soir, deuxième partie, ce sera le temps du débrief.